Bien, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous annoncer le troisième panel et, dont la modératrice sera Madame Mylène Korfmat. Madame Korfmat est titulaire d'un doctorat en droit de l'Université de Montréal et de l'Université Paris-Cité. Elle a effectué ses études de premier cycle en droit français et allemand et détient une maîtrise en droit de la santé de l'Université de Paris-Cité. Elle a également travaillé pendant plusieurs années comme conseillère juridique dans l'industrie pharmaceutique avant de se tourner vers le milieu universitaire et de la recherche. Elle a rejoint le CGP en tant qu'associée académique spécialisée en droit de la santé et en droit de l'intelligence artificielle. Dans le cadre de sa recherche doctorale, elle a étudié la capacité des règles de protection des données à encadrer les phases de développement et d'utilisation des systèmes de l'IA dans le secteur de la santé. Ses intérêts portent également sur l'impact des technologies de la santé sur la vie privée, la responsabilité médicale dans le contexte des technologies numériques et le droit des dispositifs médicaux. Elle s'intéresse aussi à la combinaison des différents modes de normativité pour encadrer et orienter les usages et les impacts sociaux de l'IA dans le domaine de la santé. Je vous en prie, madame. À vous. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour cette présentation. Puis merci beaucoup pour cette invitation aussi. Je suis très contente d'être là, de revenir quelques années plus tard après avoir participé au comité organisateur il y a déjà quelques années. Et puis de voir ces rencontres prospérer, continuer d'exister avec aussi de nouvelles collaborations comme celle avec le Centre de génomique et politique à l'Université McGill, dont je suis la représentante aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le thème de ce panel va porter sur l'autonomie et en particulier l'autonomie dans l'administration et la protection des personnes. Donc après avoir un petit peu plus, en tout cas, discuté et avoir un axe qui s'est davantage consacré à l'autonomie des États, des institutions, des communautés et autour des enjeux de souveraineté, de gouvernance, de traitement d'informations, ce panel va changer un petit peu en tout cas, va se consacrer un petit peu plus au volet individuel de l'autonomie qu'on va prendre dans ses dimensions sociales, médicales, corporelles. Et l'idée, c'est vraiment d'envisager ici l'autonomie des individus qui sont des individus situés socialement, corporellement, si je puis dire, et parfois dans des contextes de vulnérabilité médicale, administrative, juridique, sociale. Donc je pense que c'est assez important d'envisager aussi ce volet individuel, puisque on sait que les technologies numériques viennent modifier en profondeur la façon dont les personnes conçoivent, mais aussi vivent, exercent, expérimentent leur autonomie, et que cette autonomie aussi, elle devient dans cette idée-là une expérience située, plus qu'une capacité formelle de décision, mais aussi une expérience qui va être façonnée par des technologies numériques, des dispositifs qui vont orienter les choix, qui vont structurer les interactions, se substituer parfois aux médiations humaines habituelles. Et en même temps, l'autonomie envisagée dans cette idée, c'est aussi une notion profondément relationnelle, où au cœur de rapports parfois asymétriques de pouvoir, de savoir, de dépendance technologique, euh, entre, par exemple, l'administration et ses administrés, ou à l'intérieur même de ces administrations, de l'administration et des agents de l'État, entre les agents de l'État, par exemple, et puis aussi entre un représentant et son majeur ou mineur protégé, entre un médecin et son patient, etc. Donc, ce panel va mettre, en tout cas, ça met en lumière cette dimension de l'autonomie, met en lumière une tension entre à la fois ce volet d'émancipation numérique, où les technologies du numérique vont pouvoir être un levier, un moyen de s'autonomiser en permettant par exemple une personnalisation accrue des services publics, un accompagnement beaucoup plus adapté et ciblé euh, des parcours de vie, et de l'autre côté, des risques de dépossession décisionnelle, parler d'opacité des systèmes d'IA, de standardisation peut-être des comportements. Euh, voilà, où l'autonomie va être, sinon fragilisée, au moins redéfinie. Donc c'est dans cette ambivalence que ce panel se propose d'explorer, en tout cas de réfléchir à l'autonomie à travers trois contributions
assez complémentaires. La première intervention est intitulée Autonomie artificielle et moralité, les systèmes autonomes à l'épreuve de l'éthique kantienne. Et elle va nous être présentée par Cossim Maglo. J'espère que je n'écorche pas votre nom. Vous me le direz au début de votre présentation si jamais. Qui est donc doctorant en philosophie à l'université de Tara au Togo. Et sa thèse porte sur la question de la responsabilité à l'ère du numérique. Il est membre du laboratoire de recherche et d'études en linguistique, psychologie et société. Et il participe au programme national de formation en intelligence artificielle, programmation informatique et anglais, qui a été lancé par le ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale en collaboration avec les universités publiques. La deuxième intervention, et puis je les présente toutes les trois comme ça vous pourrez vous suivre après. La deuxième intervention va porter sur la gouvernance algorithmique et l'autonomie administrative dans le programme québécois de solidarité sociale. Donc, elle va nous être présentée par Alexandra Bouchard, qui est juste ici, qui est avocate, candidate au doctorat et chercheuse au Centre de recherche sur la régulation et le droit de la gouvernance. Ses travaux de recherche doctoraux portent sur les transformations juridiques induites par la gouvernance algorithmique et en particulier sur le déploiement des outils d'IA dans l'administration publique québécoise. Et puis la troisième intervention qui va normalement nous être présentée par quelqu'un qui est en ligne et qui s'appelle Claire va questionner la possible disparition de la représentation des personnes protégées à l'ère du numérique. Claire Révélène est doctorante contractuelle à l'Université de Poitiers, rattachée à l'Institut Jean Carbonnier et au Centre d'études et de coopération juridique interdisciplinaire. Son sujet de doctorat, j'imagine, porte sur la capacité numérique du mineur. Et elle mène ses travaux dans le cadre du projet de recherche collaboratif ENUMINE, qui veut donc dire encadrer les activités numériques du mineur, une recherche interdisciplinaire centrée sur le processus d'autonomisation. Je nous souhaite et vous souhaite donc un excellent panel, que j'espère riche en échanges et en discussion. Et je vais donc céder d'abord la parole à Faustine Maglo, qui devrait être en ligne. Je vous cède la parole pour donc une dizaine de minutes. Je vais essayer de faire attention à l'heure et j'essaierai de vous faire un signe. J'espère que vous me voyez quand vous arrivez vers la fin de votre temps de parole. Je vous laisse donc la parole. Alors, bonsoir à toutes et à tous. S'il vous plaît, est-ce que vous me recevez? Oui, très bien. S'il vous plaît, est-ce que mon écran est bien partagé? Oui, on voit vos slides sur le côté, par contre. Si jamais c'est pas fait exprès. D'accord. On les voit pas en mode présentateur, c'est ça que je veux dire. Voilà. Là, on les voit en plein écran. OK, là, merci beaucoup. Et je réponds au nom de Maglo Kossi Innocent, doctorant en philosophie à l'Université de Tara, plus précisément au Togo. Alors, je suis doctorant et mes recherches s'intéressent sur la responsabilité à l'ère du numérique. Je suis en co-direction avec le professeur Couvent de Lomé et le professeur Bini de l'Université de Cara. Et aujourd'hui, ma communication s'articule autour du thème autonomie artificielle et moralité, les systèmes autonomes à l'épreuve de l'éthique kantienne. Et comme plan de présentation, mon plan s'articulera autour de 3 points et se terminera par une conclusion. Alors, comme introduction, retenons que le concept d'intelligence artificielle trouve son origine dans l'étude de l'intelligence humaine. Selon Norbert Wien, sur ses travaux fondateurs sur la cybernétique, soutient que le comportement intelligent de l'homme repose sur des mécanismes que les machines peuvent reproduire. Cette pensée pousse
les ingénieurs à repousser les limites de la technologie actuelle et à brouiller les frontières entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Sur ce, on assiste à l'essor des systèmes d'intelligence artificielle, à savoir des véhicules autonomes, des assistants médicaux intelligents, des robots de guerre, etc. Cette remarque ressuscite une question ancrée dans les traditions de la philosophie morale, à savoir si ces entités artificielles peuvent-elles être tenues pour morales ou responsables des actes qu'elles posent. Alors, au grand 1, nous avons la morale et l'éthique, réflexion sur la nature morale des agents artificiels. Euh, dans ce parti, il convient de distinguer d'abord deux termes souvent confondus, à savoir la morale et l'éthique. Et il faut retenir aussi que la morale précède l'éthique. La morale est l'ensemble des règles de conduite, des valeurs et des principes qui guident le comportement humain en société. En revanche, l'éthique se présente comme une réflexion sur l'ensemble des règles et valeurs partagées au sein d'une communauté. Elle est descriptive et sociale. Alors, appliquée à l'IA, cette distinction est tellement cruciale. Et ceci nous pousse à poser la question de savoir si l'IA fonctionne de manière très similaire à la conscience générée par le cerveau humain, alors qu'est-ce qu'un agent rationnel? Cela nécessite une explication de la raison. Et depuis la Renaissance, il y a des controverses sur l'explication de la rationalité, mais il existe généralement deux types d'explications de la rationalité. Il y a une approche naturaliste et l'autre non naturaliste. Alors, selon l'explication naturaliste, la capacité de raisonner dépend du fonctionnement de notre corps, surtout du cerveau. Elle peut être appliquée par des phénomènes naturels comme l'activité des neurones ou la manière dont le cerveau est organisé. Donc, si une intelligence artificielle fonctionne de la même manière que le cerveau humain, avec des structures et des mécanismes similaires, on peut dire qu'elle est aussi capable de raisonner. En revanche, la deuxième explication est dite non naturaliste et elle est affirmée par Emmanuel Kant. Et dans cette optique, il nous fait savoir que la capacité de raisonner ne peut être réduite à des mécanismes physiques comme le cerveau. Selon lui, la morale vient de la raison. C'est elle qui crée les règles que nous devons suivre. Dans cette vision, être Alors, peut-être il peut couper sa vidéo, peut-être. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, couper votre vidéo parce qu'on a du mal à vous entendre? Ça... Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pourriez... Je pourrais faire ça. Oui. Le vidéo. Vous pourriez m'écrire dans le chat? capable de se donner. S'il vous plaît, vous me recevez maintenant? Oui, on vous entend. Est-ce que vous pourriez garder votre vidéo coupée, s'il vous plaît, parce que je pense que ça participe peut-être du fait que la connexion est pas très bonne. D'accord. Pardon, mon écran aussi est toujours partagé? Non, est-ce que vous voulez bien le repartager, s'il vous plaît? D'accord. C'est bon? C'est en cours. Je vais vous dire quand on voit votre écran. Oui, c'est bon. Je vous laisse reprendre là où vous en étiez. D'accord.
pouvez y aller sur la slide d'après, on avait celle-ci. C'est bon? Oui. Alors, je disais tantôt, dans cette vision, être rationnel signifie aussi être autonome, c'est-à-dire capable de se donner à soi-même ses propres règles. Donc, une intelligence artificielle ne pourrait être considérée comme rationnelle que si elle était réellement autonome et non simplement programmée pour suivre des instructions. Or, l'intelligence artificielle fonctionne aujourd'hui sur la base de programmes et d'algorithmes. Cette différence fondamentale nous conduit à confronter l'IA aux trois piliers de l'éthique kantienne, à savoir la bonne volonté, l'impératif catégorique et l'autonomie de la volonté. Alors, aux deux, nous allons aborder l'idée d'intelligence artificielle face aux exigences de l'éthique kantienne. Sur ce, notons d'emblée que l'éthique kantienne repose sur trois piliers fondamentaux que l'IA semble incapable de remplir authentiquement. Premier pilier, la bonne volonté et le devoir. Pour Kant, seule une volonté qui agit par respect pour la loi morale a une valeur morale inconditionnelle. Un acte conforme au devoir, mais accompli par intérêt. Habitude ou calcul n'est pas moral. Or, une IA n'a pas de volonté. Elle optimise une fonction objective fixée par ses concepteurs. Même si un véhicule autonome freine pour éviter un piéton, il ne le fait pas par respect du commandement. Tu ne tueras point. Mais parce qu'une fonction de coût pénalise les collisions. Il y a là une hétéronomie radicale. L'IA obéit à des règles qu'elle ne sait pas donner. Alors, au second pilier, nous avons l'impératif catégorique sous ces trois formules. Formule de l'universalisation, à savoir agir uniquement d'après la maxime qui peut en même temps se faire la loi universelle. Une IA pourrait-elle vérifier la contradiction d'une maxime? Formellement que oui. Un système logique peut tester la cohérence d'une règle, mais il lui manque la capacité de se représenter le monde des fins comme un règne des fins. La maxime doit être choisie librement, ce qu'une IA ne peut faire. La formule de l'humanité, le dernier pilier, est la formule de l'humanité, à savoir agir de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours comme une fin, jamais simplement comme un moyen. Cela suppose de recevoir autrui comme un être doté d'une valeur absolue. Un agent artificiel ne peut avoir cette reconnaissance. Au mieux, il calcule entre des valeurs prescrites. Enfin, le troisième pilier, l'autonomie de la volonté. Quand il définit l'autonomie comme la propriété de la volonté d'être une loi à elle-même, cette autonomie suppose la liberté. Transcendantale, la capacité de commencer une série causale spontanément. Hors du déterminisme de la nature, l'IA en tant que système physique ou informatique est intégralement déterminé ou aléatoire. Mais le concept aléatoire ne signifie pas la liberté. Elle ne peut être l'auteur transcendantal de ses actions. Ainsi, même si un jour une IA manifestait des comportements indiscernables d'un agent moral, l'éthique kantienne lui refuserait le statut de personne morale, faute d'intelligence intelligible. Alors, l'épreuve kantienne a mis en lumière trois obstacles majeurs, à savoir l'absence de bonne volonté, l'épreuve, l'impossibilité de l'impératif catégorique et le déterminisme radical de l'IA. Mais ces obstacles sont-ils réellement infranchissables ou bien peut-il être contourné par une conception différente de la moralité? La troisième partie explore trois voies possibles pour conférer un statut moral à des agents artificiels. Alors, dans cette partie, nous allons essayer d'explorer les conditions de possibilité d'une moralité artificielle. Et ici, si l'on prend l'éthique kantienne au sérieux, les conditions de possibilité d'une moralité artificielle semblent quasi impossibles à réunir. Pourtant, plusieurs voies de recherche tentent d'esquisser une voie pour pouvoir appliquer une quelconque morale au IA. Alors, la première voie, nous avons la pensée qui pense que l'IA est un agent moral ascriptif. Et là, on peut distinguer la moralité originelle, celle des êtres raisonnables libres, de la moralité dérivée, celle des entités auxquelles on attribue des obligations en vertu de leur rôle. Un robot pourrait être traité comme un patient moral, il peut être maltraité ou comme un agent moral fonctionnel. Ces actions sont évaluées. Deuxième voie, le kantisme procédural. Certains chercheurs
propose d'implémenter des procédures de délibération inspirées de Kant. Un système pourrait calculer l'universalité d'une maxime, peser les fins en soi en fonction d'une hiérarchie des valeurs programmées. On aboutirait à un kantisme opérationnel, une éthique computationnelle sans conscience ni liberté. Mais pour Kant, ce n'est qu'une simulation vide, une moralité mécanique sans valeur morale. Alors, la troisième voie parle de l'autonomie artificielle comme un analogon. Dans la lignée de la phénoménologie Husserl-heideggerienne ou de certains philosophes post-kantiens, à savoir Karl Otto Appel et Habermas, on pourrait soutenir que l'autonomie humaine elle-même n'est jamais absolue, mais toujours située, incarnée et déjà technique. Dès lors, l'écart entre autodétermination humaine et autodétermination artificielle deviendrait une différence de degré, non de nature et non de nature. Alors, en définitive, les conditions de possibilité d'une moralité artificielle au sens kantien strict sont nulles. Toutefois, les conditions d'une éthique artificielle, c'est-à-dire d'une conformité externe à des règles que l'IA ne sait pas donner, sont déjà largement remplies dans les systèmes d'IA faibles. L'intérêt de l'épreuve kantien est donc de relever un présupposé souvent oublié. Désolé. Un présupposé souvent oublié, à savoir la morale n'est pas réductible à un programme. Alors, nous allons conclure d'une manière très rapide, à savoir que l'épreuve des systèmes autonomes par l'éthique kantienne aboutit à un verdict apparemment négatif. Une machine ne peut être morale. Pourtant, ce verdict est philosophiquement précieux, car nous rappelle que l'autonomie ne se décrète pas par techniquement, mais se conquiert dans l'espace de la pratique, de la raison pratique, de la communauté des fins et de la vulnérabilité partagée des humains. Sur ce, loin de rendre l'éthique kantienne obsolète, le défi de l'IA la revitalise. Elle nous oblige à penser à nouveau frais ce qui fait la spécificité de l'agent humain et par conséquent ce qui, dans la technique, appelle à une régulation, non une anthropomorphisation morale. Les systèmes autonomes ne sont pas des sujets moraux, mais ils sont des objets d'une exigence morale. C'est à nous, humains, d'assumer la responsabilité de leur action, car la morale n'est pas une fonction d'optimisation, mais une vocation de la liberté. Et me voilà à la fin de ma communication. Et j'ai utilisé quelques bibliographies. Donc, voilà, c'est ce qui s'affiche sur l'écran. Et vraiment, merci pour votre attention et désolé pour ces soucis techniques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On passera à la période des questions tout à l'heure, mais sans plus tarder, je vais laisser la parole à Alexandra Bouchard. Bonjour, merci à l'équipe organisatrice de nous avoir invités aujourd'hui. Moi, je voulais vous parler de gouvernance algorithmique et d'autonomie administrative. Moi, je suis une chercheuse en droit public et en droit administratif. C'était surtout pour vous montrer un cas d'étude, fait qu'il n'y a pas d'analyse juridico-positiviste dans ma présentation, mais j'essaierai de mettre en lumière des éléments juridiques. Donc, pour placer, en fait, avant d'entrer dans le vif de mon sujet puis d'autonomie, je voulais poser le cadre finalement de la transformation numérique de l'administration publique québécoise. Il faut savoir qu'elle s'est fait à l'ombre d'une grande, elle s'est pas fait à l'ombre d'une grande réforme législative. On a adopté une loi qui contenait 13 articles. Puis s'en s'est suivi une panoplie d'outils managériaux en fait dans les années qui en ont suivi, qui vraiment viennent consacrer finalement les différentes solutions technologiques qui vont être mises en place dans les ministères et autres organismes publics. L'objectif, en fait, le ministre qui chapeaute cette grande transformation numérique, c'est le ministre de la cybersécurité et du numérique. Et mais dans la différente documentation, on reprend différents objectifs. Là, je vous les ai résumés ici, mais l'objectif, c'est vraiment de simplifier les interactions entre les personnes citoyennes, l'État, accroître l'efficacité, l'agilité, la flexibilité de l'État, parce qu'on sait que c'est un gros élément.
Dans ma thèse, je m'intéresse à un cas d'étude, soit les programmes de solidarité sociale et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. À ce ministère-là, la transformation numérique, elle a débuté dans les années 2018. Donc là aussi, je vous mets le plan directeur ressources informationnelles. C'est un document managérial qui constant, cons- euh, qui comprend en fait les différentes d'éléments qui vont être mis en place au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Et c'est dans ce document-là qu'on voit là, le cas d'étude que je veux vous parler, là, le programme UNIR. C'est la première fois que ça apparaît dans les documents gouvernementaux. Il faut savoir aussi qu'au niveau du ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale, ils sont aussi responsables de ce qui est Service Québec. En fait, Service Québec, pour les gens qui ne sont pas du Québec, c'est la porte d'entrée des services gouvernementaux. Fait que tout ce qui est immigration, solidarité sociale, emploi, impôts, ça passe à travers d'abord Service Québec, que ce soit pour s'identifier à Revenu Québec dans sa déclaration d'impôts, etc., etc. Et donc, le ministère est responsable de cette plateforme-là qui s'occupe de tous les services au sein de l'administration publique québécoise. C'est important parce que ben, finalement, dans mes travaux, je constate que le programme UNIR, c'est une sorte de projet pilote pour d'autres types d'automatisation qui pourraient avoir lieu au niveau des services publics là, au Québec. Et donc, le programme UNIR, je vous en parlais, c'est un programme qui servait, en fait, depuis 2018, on a débuté. C'est une sorte de solution d'affaires là, qui vise à décloisonner la gestion des activités au sein du MESS. Ça comprend 3 phases. Donc, il y avait une grande phase qui comportait en la numérisation de tous les documents et dossiers d'assistance sociale au Québec. Il y a eu une deuxième phase qui est le décloisonnement de la gestion des dossiers. Je vais vous revenir sur qu'est-ce que c'est. Puis une troisième phase d'automatisation. Pourquoi il faut s'intéresser à ces aspects plus techniques au niveau de la transformation numérique? Moi, en fait, dans mes travaux, je me suis surtout intéressée à ce qui se passait au MSS, à savoir c'était quoi finalement ce genre de décloisonnement-là, puis qu'est-ce que ça voulait dire pour le travail des personnes agentes, parce que c'est elles qui vont décider finalement des dossiers d'aide sociale en contexte québécois. Donc ici, avant, on allait à un point de service, on remplissait notre demande papier, on parlait à une personne agente, à nous accompagner dans notre demande d'aide sociale et on envoyait notre dossier au gouvernement. Maintenant, il n'y a plus personne dans les bureaux du Québec. On a accès à un portail numérique où on va déposer numériquement nos documents. On peut aussi les envoyer par la poste. Donc, on les voit ici, cheminent, sont numérisés à Montréal. Quand on envoie de la BTB, notre dossier chemine à Montréal, se fait numériser, on reçoit une réponse. Et ben, en fait, les personnes agentes, elles travaillent de manière délocalisée. Donc, elles sont dans un bureau à travers le Québec, elles se connectent à leur portail le matin, puis elles reçoivent une liste de dossiers qu'elles doivent gérer dans cette journée-là. Donc, ces personnes agentes-là, ce ne sont pas des personnes qui sont attitrées à des dossiers spécifiques. C'est vraiment juste, ce matin, sur mon caseload, j'ai les 15 dossiers, puis je dois m'en occuper. Fait que ici, on voit, il y a une sorte de délaissement, en fait, de l'accompagnement qu'on avait avant en matière d'aide sociale au Québec. Je vous l'ai mis plus vite. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire pour l'autonomie? Puis moi, dans le cadre de la présentation aujourd'hui, je me suis intéressée à la fois à décrire en fait quoi les enjeux au niveau de l'autonomie administrative des personnes bénéficiaires et dans un deuxième temps aussi, qu'est-ce que ça voulait dire ces changements technologiques-là pour l'autonomie professionnelle des personnes agentes? Parce que ça joue sur les deux niveaux. Donc d'abord, ben, il y a tout ce qui est fracture numérique, le fait que, en fait, les personnes bénéficiaires de l'aide sociale sont souvent assujetties à différents types de vulnérabilités qui se croisent et s'accentuent. Il faut savoir qu'au Québec, pour les revenus inférieurs à 20 000 il y a seulement 20 des foyers qui ont accès à Internet. Fait que sinon, ben, pour les 80 autres il faut qu'ils trouvent eux-mêmes accès à Internet. Il faut savoir l'aide sociale, c'est en deçà de 20 000 Fait que les prestataires d'aide sociale, ben, il y a une personne sur 5 qui a accès à Internet. Au niveau de la littératie numérique, la capacité de déposer ses documents, de comprendre les différentes fonctionnalités d'une plateforme numérique, il y a seulement 50 de la population québécoise qui a le niveau de littératie suffisant. Ça, c'est sur la population entière. Donc là, il faut poser des questions à savoir, ben, la dématérialisation des services, elle vient exacerber des vulnérabilités qui sont déjà présentes chez la personne bénéficiaire. Cette autonomie-là est souvent sous tutelle dans le sens où
ben, les personnes bénéficiaires vont être forcées finalement à avoir recours à des tiers, soit des proches ou des organismes communautaires. Puis là, ben, il y a eu une grande campagne de communautaire à bout ici au Québec. Puis ben, moi, ce que je constate avec mes différents contacts, c'est le fait que ben, finalement, le communautaire est déjà sollicité. La dématérialisation des services, ça fait juste exacerber finalement cette sollicitation-là qui est déjà accrue. On parle aussi de violence institutionnelle dans le sens où, ben, maintenant qu'on n'a plus une personne qui nous accompagne, ben, les personnes bénéficiaires sont appelées à raconter vraiment souvent des parcours de vie très difficiles. C'est comme je vous l'ai mentionné, c'est des personnes qui ont déjà vécu, qui vivent soit des violences conjugales, du chômage, des pertes d'emploi, des déménagements pour des raisons de violence notamment. Et donc, là, ben, elles sont appelées à raconter ça de nouveau à chaque fois qu'elles doivent interagir avec une nouvelle personne de l'État. Ce qui fait que, ben, finalement, il y a un risque accru de non-recours au service. Puis on le constate sur le terrain, là, il y a de moins en moins de demandeurs au programme d'aide sociale. Parfait, il me reste 2 minutes. Au niveau de l'autonomie professionnelle des agentes, ben là, on voit il y a une sorte de délégation du pouvoir décisionnel aux algorithmes, une limitation finalement de leur discrétion et de leur jugement professionnel. Là, j'essaie de faire des amalgames. Mais globalement, les personnes agentes, ben, elles sont aussi gouvernées par des cibles. Chaque jour, on voit une accentuation de leur cadence de travail parce qu'elles doivent gérer les 15 dossiers que le système automatisé leur délègue. Elles perdent en fait le contrôle là, sur la manière que leur travail va se faire à tous les jours, ce qui fait en sorte aussi de créer une sorte de façade derrière laquelle elles peuvent se cacher. Là, je dis cacher, c'est pas le bon mot, mais de créer une interface où elles sont pas en contact direct avec les personnes bénéficiaires. Ça peut aussi venir jouer sur leur sentiment de responsabilité à l'égard des personnes bénéficiaires. Donc, au-delà du programme UNIR, rapidement, on constate dans les derniers documents du MESS qu'on veut mettre en place une sorte d'automatisation des dossiers de traitement. Fait que pour tous les dossiers faciles en aide sociale, on va les automatiser complètement. Je dis facile parce que je pense pas qu'il y a de dossiers simples, malheureusement, en termes de prestations d'aide sociale. Mais c'est quand même vers où on veut aller. On a depuis 2024 sorte un portrait là, de ce qui est utilisé comme intelligence artificielle dans l'administration publique québécoise. Tous les projets chapeautés par le MCN ne se trouvent pas malheureusement, mais donc si c'est MCM qui va s'occuper de cette automatisation n'est pas là. Pour l'instant, moi non plus, j'ai pas trouvé en fait, de déclaration de la part du MSS à l'idée qu'il y allait avoir de l'IA utilisée pour l'automatisation des traitements, mais on voit dans les derniers appels d'offres du gouvernement qu'il y a des contrats qui ont été donnés par le MSS pour l'accompagnement en termes de gouvernance par l'IA au sein de leur ministère. Fait que ça sera à surveiller. Puis là, ici, je vous mets la citation de Primavera de Filippi sur cette sorte de gouvernance algorithmique. Et pour moi, ben, en fait, l'exemple là, dont je vous ai parlé là, puis les appréhensions vers une sorte d'automatisation complète des dossiers d'aide sociale, ça laisse penser à une sorte de glissement vers un passage d'une culture de rationalité, là, on en parlait juste avant dans la présentation, qui serait fondée sur des règles juridiques ou de l'expertise vers une sorte de rationalité qui est plutôt fondée sur des a priori, des généralités statistiques, parce que, ben, on le sait, j'apprends à personne la manière que les IA fonctionnent. Ce qui m'amène en fait à conclure avec cette citation de la professeure Jennifer Razzo, en fait, qui nous invite comme chercheurs, notamment, là, elle parle des chercheurs qui s'intéressent à l'aide sociale, mais je pense que pour tous les gens qui sont ici, qui s'intéressent au numérique, ça peut être pertinent. C'est pas l'idée de ne pas romantiser ni la technologie, ni l'État-providence, mais d'évaluer concrètement les effets qui découlent de la gouvernance par des outils technologiques. Puis, ben, en fait, c'est ça que j'espère vous avoir démontré aujourd'hui dans mes présentations. Puis, je suis toujours ouverte à discuter. C'est un challenge de parler en 10 minutes d'un merci beaucoup. Puis, en plus, j'ai dépassé. Merci beaucoup. Malgré le challenge, vous l'avez relevé.
Alors, je vais laisser la parole à notre dernière présentatrice. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. On a 2 petites secondes. Parfait, vous pouvez y aller, c'est à vous. Est-ce que vous avez quelque chose à partager? Non, je n'ai pas de diapositive à partager. Ok, eh bien, on vous écoute. Eh bien, d'abord, bonjour à tous. En premier lieu, je souhaitais remercier les organisateurs de cette journée. Je suis honorée de pouvoir participer à cet événement. Donc, quand j'ai reçu le thème de cette 8e édition, j'ai souhaité traiter d'une question portant sur les personnes dites protégées, donc les mineurs non émancipés et les majeurs protégés. Donc, ces derniers sont frappés d'une incapacité juridique rendue nécessaire par l'altération de leurs facultés personnelles, qu'elles résultent de l'âge, d'un manque de maturité ou d'un handicap, par exemple, et ce, afin d'assurer leur protection. Afin de pallier cette vulnérabilité, le législateur français a mis en place différentes mesures pour les majeurs protégés, telles que la tutelle, la curatelle, la sauvegarde de justice, les différentes formes d'habilitation familiale, ainsi que le mandat de protection future. Quant aux mineurs, cette protection est confiée aux parents en tant que titulaires de l'autorité parentale et, à défaut, à un tuteur. Dans un cas comme dans l'autre, plusieurs techniques sont employées afin de les protéger, mais qu'il s'agisse des mineurs ou des majeurs protégés, celle qui domine, non seulement dans l'imaginaire collectif, mais également en pratique, est celle de la représentation. Donc, dans ce temps qu'il m'est accordé, je souhaitais m'interroger sur la nécessité de la technique de la représentation dans la protection des personnes protégées au sein du numérique, ce dernier étant apparu comme un vent de liberté et d'acquisition, voire de réappropriation de l'autonomie pour ceux disposant d'un accès. La France ayant été critiquée à plusieurs reprises pour son usage abusif de cette dernière dans la protection des majeurs au détriment d'un système de prise de décision assistée et eu égard à l'utilisation croissante par les mineurs, le numérique ne serait-il pas l'impulsion entraînant une évolution des techniques de protection des personnes protégées? Alors, d'une part, il conviendra de mettre en lumière les limites de la mise en œuvre de la représentation dite classique et comment l'ajustement progressif vers l'assistance et l'autonomie est déjà à l'œuvre. D'autre part, il importera d'identifier les avantages et difficultés émanant de la conjugaison de ces deux techniques avec le besoin de protection et l'impossibilité de faire l'impasse sur la représentation pour des cas particuliers. Donc, dans un premier temps, la technique de la représentation est définie par le professeur Gérard Cornu dans le vocabulaire juridique comme l'action consistant pour une personne investie à cet effet d'un pouvoir légal, judiciaire ou conventionnel, appelé le représentant, d'accomplir au nom et pour le compte d'une autre, incapable ou empêché, appelé le représenté, un acte juridique dont les effets se produisent directement sur la tête du représenté. Par conséquent, en pratique, le protecteur signe au nom et pour le compte de la personne protégée et de là, plusieurs difficultés en découlent. La première tient à l'absence d'identification claire et fiable de la personne. En effet, comment mettre en œuvre une technique de protection quand la personne n'est pas identifiable? Pour les mineurs, différents systèmes de vérification de l'âge ont été mis en place, ceux déclaratifs étant jugés à bon droit inefficaces. On peut penser notamment à la vérification par document d'identité, celle par un tiers de confiance ou encore les systèmes par reconnaissance faciale permettant d'estimer l'âge. Toutefois, les premiers retours nous revenant de l'Australie, ayant interdit les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans depuis décembre 2025, montrent bien les failles de ces systèmes et l'ingéniosité dont les mineurs peuvent faire preuve pour avoir accès au numérique. En ce qui concerne les majeurs protégés, rien pour le moment ne permet d'identifier si cette dernière bénéficie ou non d'une mesure de protection. Dans la même lignée, le protecteur devant en principe signer au nom et pour le compte de la personne protégée, comment s'assurer que cette dernière a été mise en œuvre correctement? Enfin, face à toutes ces difficultés, la plus complexe reste la méconnaissance. À l'heure actuelle, beaucoup plus de mineurs ont connaissance des failles et dangers du numérique que leurs parents, sans toutefois avoir les outils et le recul nécessaires pour s'y protéger. Pour les majeurs protégés, le problème est le même. Tout à chacun, nous utilisons le numérique sans forcément s'attarder sur les risques portant sur nos données personnelles ou notre sécurité. À l'heure de l'instantanéité, nombreux sont ceux qui préféreront tout accepter que lire, décortiquer et sélectionner. Dans un second temps, maintenant que certaines difficultés ont été mises en lumière quant à la mise en œuvre de la technique de la représentation, il serait faire preuve de mauvaise foi que de considérer que les personnes vulnérables sont laissées sans protection dans le domaine du numérique.
Il est vrai que les majeurs protégés sont largement oubliés en la matière, laissant place à une autonomie complète qui peut parfois s'avérer dangereuse. En effet, leur protection peut grandement en pâtir, comme le démontre l'exemple du streamer Jean Portmanov, de son vrai nom Raphaël Gavin, décédé en direct l'été dernier après avoir subi pendant des jours humiliations, insultes et violences à répétition sur une plateforme de streaming sans que la protection curatelaire ni celle du ministère public n'ait été mise en œuvre. A contrario, la protection des mineurs en ligne alimente les réflexions des différents législateurs depuis quelques années. Sur ce point, je voulais me concentrer sur ce qui est appelé la majorité numérique. En effet, l'article 45 de la loi informatique et liberté, qui met en œuvre en droit interne les dispositions de l'article 8 du règlement général sur la protection des données, appelé RGPD, indique qu'un mineur peut consentir seul au traitement de ses données en ce qui concerne l'œuvre directe de service de la société de l'information à compter de l'âge de 15 ans. Avant cela, le traitement n'est licite qu'à condition que le consentement soit donné conjointement par le mineur concerné et le ou les titulaires de l'autorité parentale. Ce texte apporte plusieurs remarques dont je n'aurai pas le temps de tout traiter, alors je vais me concentrer sur l'essentiel. À travers ce dernier, on retrouve deux techniques et le palier de 15 ans permet de basculer de l'une à l'autre sans faire appel à la représentation. C'est l'appel à l'autonomie à partir de 15 ans qui a eu pour conséquence le nom de majorité numérique. Toutefois, le terme de consentement numérique me semble plus adéquat. En effet, l'article 388-1-1 du Code civil indique clairement qu'en principe, le mineur est représenté dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage lui autorise à agir seul. Ce texte ne pose donc pas en soi une quelconque majorité numérique, ce n'est qu'un cas dans lequel la loi lui autorise à agir, ou plus précisément à consentir seul. Avant les 15 ans, l'emploi de l'adverbe conjointement démontre bien l'utilisation de la technique de l'insistance. En principe, cette dernière se matérialise par la co-signature, mais ici en pratique, il s'agira d'une double validation qui doit être mise en place par les plateformes, bien que leur usage de cet outil ne soit malheureusement pas systématique et facilement contournable. Le consentement numérique montre bien une tentative d'encadrement de l'autonomie numérique du mineur et le passage d'un modèle de protection reposant sur la représentation à d'autres comme ceux de l'assistance ou de l'autonomie. Bien que cela ne vise que les services de la société de l'information, c'est une avancée qu'il faut souligner. Et comme il a été observé, pour pallier les difficultés liées au numérique en termes de protection, la technique de l'assistance et de l'autonomie permet d'allier protection et autonomisation, en particulier pour les mineurs. Cela s'avère particulièrement favorable à la protection de leur vie privée. En effet, il faut éviter une ingérence disproportionnée dans cette dernière. En application de l'article 371-1 du Code civil, les parents, en tant que titulaires de l'autorité parentale, sont garants de la santé, la sécurité, la vie privée, la moralité et l'éducation du mineur. C'est ce qu'on appelle les attributs de l'autorité parentale. Au titre de sa sécurité, ils ont le droit, mais en particulier la responsabilité, de surveiller les correspondances du mineur. Toutefois, cette dernière doit être proportionnée à l'âge et garantir le respect de sa vie privée, qui reste un droit fondamental. En ce qui concerne les majeurs protégés, l'article 459-2 du Code civil leur permet d'entretenir librement des relations personnelles avec tout tiers, parents ou non, et l'article 415 rappelle clairement que la mesure de protection doit respecter les libertés individuelles, les droits fondamentaux et la dignité de la personne. En principe, le protecteur n'aurait donc pas à s'immiscer plus que de nécessaire dans la vie du majeur protégé, à moins qu'un danger survienne, comme les arnaques sentimentales en ligne, où il devra faire appel au juge. La limite entre protection et ingérence dans la vie privée pouvant s'avérer difficile à tracer dans un espace aussi large que celui du numérique, la technique de l'assistance permettrait de trouver cet équilibre entre protection et autonomie. Encourager cette dernière est toujours une bonne chose. Toutefois, cela ne doit pas se faire au détriment de la sécurité de ce public vulnérable. Il existe deux problématiques principales. Pour la première, il s'agit de celle évoquée précédemment dans le cadre de la représentation, et c'est la méconnaissance, non seulement du cadre juridique, mais également des pratiques en ligne des mineurs par leurs parents ou des majeurs protégés par leurs protecteurs. La deuxième est la mise en œuvre effective de cette dernière par des doubles validations efficaces et systématiques. Les techniques de l'assistance et de l'autonomie permettent la protection des personnes protégées tout en respectant leur vie privée et leur autonomie. Bien que ces systèmes soient à parfaire et creuser, peut-on réellement faire l'impasse sur la représentation? La réponse semble devoir être négative. Il y a des situations dans lesquelles la représentation est inévitable. C'est le cas, par exemple, des majeurs protégés complètement empêchés. À l'heure actuelle, tout à chacun, nous avons une empreinte numérique. Nous pouvons même aller jusqu'à dire une vie numérique
Qu'advient-il des données de ces personnes complètement empêchées si personne ne peut les représenter, effectuer ces différentes démarches en leur nom et pour leur compte? En ce qui concerne les mineurs, une étude de l'ARCOM, publiée le 22 septembre 2025, indique que 60% des 11 ans font un usage quotidien des grandes plateformes, laissant ainsi une empreinte numérique active. Déjà que cela est jeune, nous ne pouvons pas ignorer que des enfants non discernants se trouvent exposés par leurs parents ou proches, laissant ce qu'on appelle une empreinte numérique passive. Pour rappel, lors d'une étude menée par l'agence britannique Opinium et publiée en 2018, cette dernière indiquait que les parents d'un enfant de 13 ans ont déjà publié en moyenne 1300 photos de lui sur les réseaux sociaux. Dans ce contexte, les titulaires de l'autorité parentale doivent exercer pleinement leurs prérogatives, non seulement en veillant à ne pas exposer leurs enfants en ligne, mais également en agissant en leur représentation afin de limiter, voire faire disparaître cette empreinte numérique passive. Pour conclure mes propos, il apparaît qu'en l'état actuel, la représentation classique demeure juridiquement pertinente, même si sa mise en œuvre peut se heurter à certaines limites pratiques, notamment dans les environnements numériques. Faut-il pour autant l'abandonner totalement? Cela ne me semble pas judicieux. Le numérique semble en revanche constituer un levier pertinent pour envisager la protection de ce public vulnérable sous un angle plus émancipateur et favorisant l'autonomie. Si la disparition complète de la représentation paraît peu probable, une transformation de ces modalités semble, elle, inévitable. Je vous remercie de votre attention. Présentation. Alors, on va pouvoir ouvrir le temps des questions. Est-ce que je vais d'abord l'assemblée, que ce soit ici en présentiel ou en ligne, poser une première question. Oui. Bonjour, je suis Samantha Bourrini, je suis doctorante à l'Université de Sherbrooke en droit. Est-ce que vous entendez, excusez-moi, est-ce que vous entendez bien en ligne? Oui, ça va. J'avais une question pour Alexandra. C'était dans le cadre de ta thèse, tu as choisi le cas d'étude du ministère de l'Emploi et des Solidarités sociales. Et est-ce que c'était parce que c'était plus intéressant du point de vue du changement numérique de l'administration ou c'était pour d'autres raisons? Merci pour ta question. En fait, au départ, j'avais pris plusieurs cas d'études, mais finalement, parce que le ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale est responsable de beaucoup des aspects de la transformation, le cas des personnes bénéficiaires de l'aide sociale me permettait à la fois de parler d'authentification, de aussi identité citoyenne numérique, là, c'est un autre gros projet du gouvernement québécois. Fait que ça me permettait, dans un cas d'étude, finalement, de regrouper différents types de technologies déployées par le gouvernement. Puis il y avait aussi le contexte de vulnérabilité. Je pense que ce qui arrive aux personnes bénéficiaires qui sont en contexte de vulnérabilité, mais ça peut s'extrapoler à toutes les personnes citoyennes du Québec, dans le sens où ben, si on n'a pas ces vulnérabilités-là, on est dans une autre situation, mais quand il y a un bris de droit, il pourrait s'extrapoler puis s'appliquer à tous et à toutes. Fait que c'est dans ce contexte que j'ai choisi le MSS. Puis ben, il y avait aussi des revendications de la société civile. Puis je me suis dit que c'était bien de canaliser les revendications de la société civile à travers un projet universitaire de recherche pour mettre en lumière, en fait, leurs revendications. On a d'autres questions? J'en ai beaucoup. Oui, allez. Oui, et je tiens d'abord à remercier les trois panélistes. Et ma question va, bon, ça va être pour à la fois le premier panéliste et la troisième. Et je pense que, bon, ordinairement, quand j'entends un concept, j'essaie toujours de regarder ce qui se trouve derrière et sa rationalité historique. La notion de minorité, ou bien toute la protection juridique de la minorité, de la vulnérabilité, s'inscrit dans une rationalité, une démarche parallèle par rapport à la protection qu'on accorde à l'être humain qui est perçu comme étant un être rationnel, capable de décider, etc. Et je trouve que la première présentation, notamment Kant, peut être très pertinent et pour comprendre
l'enjeu qui est derrière la protection de la minorité. Et quand de manière générale, c'est un philosophe qui sert beaucoup le droit. Et notamment, par exemple, dans sa doctrine du droit, c'est lui qui a expliqué l'idée selon laquelle le droit ne doit pas s'intéresser aux relations internes, rapports humains internes, mais aux relations humaines externes. Donc, par rapport à ça, le droit, dans sa catégorisation, met de côté un ensemble d'éléments et un rapport à la psychologie et se focalise davantage sur ce qui est observable, ce qui relève des rapports externes. Et dans le contexte numérique, j'ai l'impression qu'on est tous mineurs, mais on est tous des mineurs au sens kantien. Je rappelle que Kant définit la minorité dans son opuscule Qu'est-ce que les philosophes comme étant un état, il y a une expression latine, c'est s'appeler out. C'est cette capacité où on peut sortir, c'est une capacité de dépendance par rapport à soit à une structure, à un système, etc. La minorité souvent se définit comme ça. Et quand on regarde comment le droit aborde cette question de minorité, de vulnérabilité, on a l'impression que la conception juridique se base sur la conception kantienne de la minorité. Parce que c'est pour cela qu'on met souvent le mineur et sous la tutelle ou du moins sous dépendance de tel autre. Parce qu'il n'aurait pas cette capacité de pouvoir agir de manière rationnelle, de manière raisonnable. Alors, ma question, est-ce que d'abord, pour le premier analyste, en quoi, dans le contexte numérique, Kant peut nous être utile, sachant que traditionnellement, Kant sert beaucoup le droit, mais dans le contexte numérique, est-ce que Kant peut être utile, mais peut être utile au droit numérique? Et pour le troisième panéliste, c'est pour la question de la minorité, est-ce que on n'est pas tous mineurs de contexte numérique? Parce que c'est vrai, on a réservé, on a catégorisé, on a réservé la protection des mineurs dans le contexte numérique à une catégorie de personnes, mais est-ce que on n'est pas tous mineurs, sachant que la minorité peut se définir par rapport à notre incapacité à prendre des décisions rationnelles. Et le problème qui se pose, par exemple, ce matin, on a posé la question, on a essayé de résoudre le problème. On a posé la problématique de l'information, de la transparence, parce qu'on pose en background la problématique de l'asymétrie informationnelle, mais l'asymétrie que j'entrevois dans le contexte numérique, c'est une forme d'asymétrie cognitive. Par rapport à cela, est-ce qu'on n'est pas mineur dans le contexte numérique? Merci beaucoup pour votre question. Alors, je vais vous laisser répondre en ligne. Peut-être Cosima Glo, si vous voulez commencer pour la première. Et si vous... Celui qui veut commencer, celui ou celle, pardon. Allez-y alors. Excusez-moi. Oui. Oui, vous. Excusez-moi, je vois mal votre... D'accord, très bien. Alors, oui, alors déjà merci pour cette question. Alors, d'après ce que j'ai compris, la question, c'est de ce que j'en ai compris, c'est que derrière est-ce qu'on ne serait pas tous des mineurs face au numérique, c'est est-ce qu'on ne serait pas tous en situation de vulnérabilité face au numérique? J'ai envie de vous répondre oui, en effet. Surtout que suivant les personnes, on n'est pas tous équipés face au numérique. Après, il ne faut pas oublier tout de même que les mineurs sont quand même dans une vulnérabilité particulière en raison de leur âge et du manque de maturité, de discernement. Par contre, en effet, le numérique peut être, à mon sens, une situation de survulnérabilité pour les mineurs. C'est totalement tabou. Et bien sûr, ça reste aussi un environnement face auquel nous pouvons tous être vulnérables, que ça soit mineur, majeur protégé ou nous. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je pense que faire en sorte que le numérique soit un environnement sûr pour tous
C'est très important, mais la question du mineur doit être traitée quand même de manière plus spécifique, à mon sens, étant donné que ce dernier se trouve dans une situation de survulnérabilité. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, Oui. Est-ce que Kossi alors, Maglo, vous voulez répondre? oui, oui, effectivement. Alors, vous me recevez? Oui, très bien. Alors, merci vraiment pour l'intervenant qui venait de poser la question. Il a vraiment détaillé la pensée kantienne et vraiment merci beaucoup à lui. Par rapport à sa question de savoir est-ce que la pensée kantienne, comment la pensée kantienne pourrait être bénéfique pour le droit numérique, d'abord, il faut comprendre que la pensée kantienne est très féconde parce que de manière rigoureuse, cette pensée exige une autonomie, une dignité envers l'agent moral. C'est-à-dire l'exigence kantienne d'autonomie, c'est attendu comme la capacité rationnelle du sujet à se donner lui-même la loi. Et avec le concept, avec l'expression sapere aude, c'est-à-dire ose penser par soi-même, ça invite le sujet à s'interroger sur, disons, la validité des lois que le sujet même se prescrit. Alors, disons que dans un environnement numérique, un environnement souvent marqué par, disons, les opacités, des interfaces et des mécanismes, influence énormément sur la décision du sujet. Parce que le sujet, en allant vers les plateformes numériques, et le sujet n'a pas cette force-là d'influer avec sa loi morale sur cette plateforme numérique. Pourquoi? Parce que les plateformes numériques, dans leur conception, ont des lois internes. Et le sujet face à cette plateforme numérique perd son autonomie. Perd son autonomie. Donc, la morale kantienne, on peut dire que la pensée kantienne nous invite à aller au-delà de ce que les plateformes, c'est-à-dire les règles d'utilisation nous imposent, et de critiquer ces pensées-là et de les évaluer par rapport aux impératifs catégoriques. Et surtout, retenons que le plus important au sein des pensées d'Emmanuel Kant, c'est de toujours traiter l'humanité comme, disons, une fin et non comme un moyen. C'est-à-dire, les lois des plateformes doivent viser toujours la dignité humaine. Je peux dire que c'est un peu ce que je peux apporter comme réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle ou en ligne? Moi, j'en ai une pour vous. Toujours Monsieur Maglo. Je me demandais, est-ce que vous auriez, pourquoi est-ce que vous avez choisi justement l'approche kantienne et est-ce que vous auriez pensé à d'autres approches théoriques qui sont peut-être un petit peu plus contemporaines? Je pense par exemple à la gentilité distribuée par exemple, Nissenbaum, ou à d'autres approches relationnelles comme l'éthique du care qui qui sont moins basées sur une idée individualiste, une vision extrêmement individuelle de l'agentivité et de l'autonomie finalement derrière tout ça, et qui proposent de revoir cette autonomie comme collectif, comme un produit de réseau humain, etc. Donc, est-ce que vous auriez pensé à d'autres approches et finalement, pourquoi est-ce que vous avez choisi celle-ci? Alors, merci pour la question. Et effectivement, il y a tout un pléonasme d'approches. Euh, il y a l'approche de Madame Nussbaum, de l'approche du CARE. Il y a aussi l'approche utilitariste qui essaie d'évaluer les risques, les intérêts et les dommages en vue de déléguer une action morale à un robot. Sauf que la pertinence de l'approche kantienne, c'est une approche qui se base exclusivement sur la dignité humaine. Pour ma part, moi, je me dis, tout droit doit viser ce principe parce que c'est un principe humain, un principe humanitaire, même le CARE, même chez les utilitaristes qui visent le maximum de bien pour un nombre de personnes. Quand nous regardons très bien, nous devons constater que le socle, c'est toujours cette visée de viser la dignité humaine. Et avec la pensée kantienne, nous pouvons voir que cette pensée, euh, au-delà de tout, au-delà de toutes ces perspectives, ces orientations,
C'est toujours la dignité qui est à l'épicentre. Ça revient toujours à la dignité humaine. Merci. Ok, merci beaucoup. Euh, Entre-temps, d'autres questions? J'en ai peut-être une dernière pour vous, Alexandra Bouchard. Est-ce que je me demandais si vous pensiez, peut-être en pensant un peu plus, par exemple, en tout cas en allant un peu plus vers une dimension politique, est-ce que l'introduction de ce type de système, puis en particulier, j'ai même envie, enfin, vous disiez qu'il y a certains systèmes qui, enfin, pour certains cas particuliers, certains dossiers, on appellerait plus facile, il y aurait des systèmes, on automatiserait complètement les décisions, et donc les décisions administratives prises à l'égard des administrés. Est-ce qu'on, dans quelle mesure est-ce qu'on continuerait d'appliquer ou est-ce que il n'y a pas certaines garanties de droit administratif qui seraient remises en cause? Je pense à la motivation de la décision, je pense à l'équité. Ben oui, il y a plein de juristes administratifs qui se sont posé la question, dont des chercheurs à Ottawa ou, ouais, c'est ça, surtout à Ottawa, mais en fait, ben moi, je regarde moins ça parce que c'est plus en théorie du droit, finalement, ma thèse, mais moins sur l'application concrète du contrôle judiciaire, par exemple, en matière de décision automatisée. Mais ça va dépendre de toute la technique juridique qui va être mise autour de la mise en œuvre de ces décisions-là. On se dit que quand ça doit être complètement automatisé, ben en fait, en droit administratif, il faut déléguer dans la loi la prise de décision juridique. Est-ce qu'il va y avoir des délégations judiciaires qui vont être faites à cet effet-là? Ou est-ce que ben, finalement, le fait de garder un humain dans la loupe, ça va être suffisant pour dire que c'est pas une prise de décision automatisée? C'est à voir, là, mais il y a des réflexions sur la discrétion, la déférence, et puis comment ça se transposerait en contexte technologique. Ce qui va être dur à pallier, en fait, à faire sens de tout, c'est que souvent, par exemple, en sciences des données, on a développé, exemple, qu'est-ce que ça veut dire la transparence, mais ça n'a pas été développé en cohésion ou en corrélation avec finalement les discours en droit administratif sur la transparence administrative. Il va y avoir une sorte d'harmonisation qui va être nécessaire au niveau de, ben oui, on parle de transparence au niveau des données. Malheureusement, va être difficile à déceler, mais au moins des inputs et outputs. Mais en droit administratif, qu'est-ce que ça veut vouloir dire, ce vocabulaire-là qui nous vient des sciences des données? Et ça n'a pas été encore traduit judiciairement. Là. Fait que, ce sera un beau travail judiciaire. C'est ça, il y a encore beaucoup de choses à suivre. Ouais. J'avais aussi une question. Je me permets de la poser, je vous laisse la parole juste après, puis après, ça sera la dernière. Pour vous, Claire Révélène, je me demandais juste si vous aviez pensé à quelle forme, parce que vous mentionniez notamment l'interdiction de l'accès, par exemple en Australie, là, de l'accès aux réseaux sociaux par les mineurs en Australie. Il me semble que c'est moins, je sais plus, 16 ou 15, 16, 16. Est-ce que vous auriez pensé à une autre forme alors, vous parliez de l'assistance, en effet, et puis est-ce que vous auriez pensé à d'autres formes qui permettraient peut-être un accompagnement plus important des mineurs jusqu'à un accès, puisqu'on sait que finalement, si on leur interdit l'accès total, même si on sait que en pratique, c'est pas toujours le cas, et qu'un jour, on leur ouvre cet accès du jour au lendemain sans qu'ils n'y aient en principe jamais été exposés, on s'ouvre évidemment à beaucoup de risques, d'autres risques qui sont liés au fait même qu'ils n'avaient pas utilisé ce genre de réseaux sociaux, etc. Est-ce que vous auriez pensé à d'autres voilà, d'autres formes peut-être d'accompagnement? Parce que pour moi, ça me fait par exemple penser au permis de conduire et au fait que jusqu'à un certain âge, on interdise à conduire à certains jeunes une voiture et puis que, en fait, on ne leur donne pas les clés d'une voiture du jour au lendemain, mais on les accompagne, on exige une formation, on exige un permis, etc. Je sais pas, j'ouvre la question et l'idée.
Oui, oui, mais alors, merci pour votre question. Alors, en effet, alors, en ce qui me concerne, sur l'interdiction, vous preniez l'exemple des voitures. Alors, je suis totalement pour qu'on conserve les interdictions des voitures avant un certain âge quand même pour les mineurs. Mais en ce qui concerne le numérique, ma génération et du coup toutes celles qui viennent après grandissent entourées du numérique. On est baigné dedans pour tout, même ce qui devient administratif dedans. Donc, en fait, interdire l'accès à ce numérique aux mineurs, je pense que ça serait extrêmement contre-productif et on le voit déjà, comme j'ai pu le dire, et vous l'avez répété aussi en Australie, où ils trouvent des moyens détournés. À mon sens, le meilleur moyen, c'est l'assistance jusqu'à une certaine limite. En réalité, le système de consentement numérique où on est d'abord dans de l'assistance et après on est sur de l'autonomie au fur et à mesure. Je trouve ça plutôt intéressant. Alors, excusez-moi, on ne vous entend plus. Est-ce que vous avez votre micro? Bien sûr qu'il faut que ça soit un peu... Ah, normalement, oui. Vous m'entendez? Allez-y, vous pouvez continuer. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Je pense à... Ensuite, l'autonomie, moi, c'est ce qui... De nouveau couper? Ça a coupé Oui, mais encore. alors, c'est deux. On vous entend de nouveau. Donc, allez-y, terminez votre propos, puis on va... Je vais terminer très vite. Pour que ça soit efficace, il faut qu'il y ait bien sûr qu'on en parle aux mineurs, qu'ils aient conscience des droits, des risques, mais aussi qu'on fasse justement de la sensibilisation auprès des parents, auprès des adultes. Et par là, il y a différents relais, il y a des associations qui font déjà ce travail-là, mais il faudrait que ça soit aussi à l'école. C'est très important parce que si on veut justement basculer sur ça, pour avoir des mineurs qui deviendront aussi des adultes, qui seront dans le monde du numérique aussi. Le plus important, c'est faire de la sensibilisation pour accompagner ces différents systèmes. Voilà, j'espère avoir répondu à la question et que ça n'a pas trop coupé. Non, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Je suis désolée pour la suite des questions. Je vous laisserai peut-être prendre les contacts et questionner si vous avez davantage de discussions à ouvrir. L'heure avance, donc je laisse le panel en tout cas, je laisse le stage au prochain. Et je vous remercie beaucoup chacune et chacun des intervenants pour ces discussions.